Dans le calme d'un dimanche après-midi de mars 2023, dans un petit village du Vaucluse, un garçon de 5 ans est assis à la table de la cuisine. Il s'appelle Léo. Autour de lui, la lumière douce de la Provence filtre à travers la fenêtre. Sa mère, Claire, le regarde dessiner avec une tendresse amusée. Une scène tout à fait ordinaire, une de ces images de bonheur simple que l'on garde en mémoire. Mais ce jour-là, l'ordinaire va se briser. Léo fronce soudain les sourcils, son visage d'enfant se crispe avec une gravité qui n'est pas de son âge. Il jette son crayon de couleur sur la table. Le bruit sec surprend sa mère. Puis, d'une voix claire et pleine d'une frustration presque adulte, il déclare « Le pain n'était pas comme ça ». Claire s'approche, intriguée. Sur la feuille de papier, elle reconnaît une esquisse de la scène, le dernier repas de Jésus, un dessin étonnamment détaillé pour un enfant de 5 ans. Elle sourit, pensant à une simple fantaisie. « Comment était le pain alors, mon chéri ?» demande-t-elle. Léo la regarde droit dans les yeux et sa réponse est immédiate, précise, sans la moindre hésitation. Il était plat et dur, on le partageait en le cassant avec les mains, pas en le coupant avec un couteau. Cette affirmation, si nette et si étrange, fut le tout premier fil tiré d'une pelote de mystère qui allait bientôt défaire toutes les certitudes de sa famille. Restez bien attentifs jusqu'au bout, car ce que nous allons découvrir ensemble ne repose pas sur des croyances, mais sur une série de faits vérifiables. Et le dernier d'entre eux, une preuve matérielle, est si troublant qu'il remet en question notre perception même de la mémoire et de l'identité. Les documents et photographies d'archives que nous avons consultés sont d'ailleurs listés dans la description, mais je vous conseille de ne pas les regarder tout de suite, pour ne pas gâcher la progression de cette enquête. Pour bien comprendre l'étrangeté de la situation, il faut connaître la famille de Léo. Nous utiliserons le nom de Martin pour préserver leur anonymat. Ce sont des gens comme vous et moi. Claire est infirmière libérale, son mari, Thomas, est architecte. Ils vivent dans une maison moderne, à l'esthétique épurée, loin des vieilles pierres provençales. Chez eux, il n'y a ni crucifix au mur, ni icône religieuse, ni même une Bible qui prendrait la poussière sur une étagère. Les Martins sont une famille aimante, rationnelle et très peu portée sur la religion. Léo n'a jamais été au catéchisme, il n'a jamais regardé de péplum sur la vie de Jésus à la télévision. Ses grands-parents ne sont pas particulièrement pratiquants non plus. D'où pouvait donc venir une telle connaissance? Au début, Claire et Thomas ont simplement mis cela sur le compte d'une imagination débordante, celle que tous les enfants de cet âge possèdent. Un documentaire vu à l'école, une image dans un livre d'art, les explications logiques ne manquaient pas. Ils ont donc décidé de ne pas y prêter plus d'attention. Mais l'incident du dessin n'était qu'un début. Les détails se sont accumulés, goutte à goutte, jusqu'à former une flaque d'incompréhension au cœur de leur foyer. Léo a commencé à faire des cauchemars. Il s'agitait dans son sommeil, parlait une langue inconnue, des mots gutturaux que ses parents ne parvenaient pas à identifier. Puis, les descriptions sont devenues plus précises, plus sensorielles. Un soir, alors que sa mère le bordait, il a dit, le regard perdu dans le vague, « Ça sentait fort, tu sais ». Claire lui a demandé de quoi il parlait. « Dans la pièce où on mangeait », a-t-il répondu. Ça sentait la fumée, l'huile des lampes qui brûlaient, et la sueur. Il y avait beaucoup d'hommes, on était serrés les uns contre les autres. Le détail de l'odeur de sueur, si concret, si peu poétique, a glacé Claire. Ce n'était pas le genre de choses qu'un enfant invente en s'inspirant d'une histoire sainte. C'était un souvenir brut, physique. Le plus troublant, c'est que Léo ne parlait jamais des apôtres les plus célèbres. Il n'évoquait ni Pierre, ni Jean, ni même Judas. En revanche, il a mentionné une fois un nom qui a forcé ses parents à faire une recherche sur Internet. Il parlait d'un homme appelé Simon le Zélote. Il a même insisté sur un point. Il n'était pas comme l'autre Simon, il était différent. Pour un enfant de 5 ans qui n'avait aucune éducation religieuse, faire la distinction entre Simon-Pierre et Simon le Zélote, deux figures bien distinctes mais souvent confondues, était tout simplement inexplicable. La simple imagination ne pouvait justifier une telle précision. Le doute a commencé à s'installer sérieusement dans l'esprit de Thomas et Claire. Ce n'était plus un jeu. Quelque chose d'inconnu était en train de se manifester à travers leur fils. La première véritable fissure dans leur scepticisme, le moment où la simple inquiétude s'est transformée en une forme de peur, est survenue une nuit. Alerté par les pleurs de Léo, Thomas s'est précipité dans sa chambre. Le petit garçon était assis dans son lit, les yeux grands ouverts, mais visiblement endormi, en plein épisode de somnambulisme. Il parlait, ou plutôt il sanglotait des mots incompréhensibles. Poussé par une intuition, une sorte de réflexe de journaliste amateur, Thomas a attrapé son téléphone portable et a enclenché l'enregistreur vocal.
Il a capturé quelques secondes de ses lamentations étranges avant de prendre son fils dans ses bras pour le calmer. Le lendemain matin, une fois Léo parti pour l'école, Thomas s'est assis à la table de la cuisine, le silence de la maison pesant sur ses épaules. Il a branché ses écouteurs, a isolé le fichier audio sur son téléphone et a appuyé sur lecture. Ce qu'il a entendu lui a glacé le sang. Ce n'étaient pas des balbutiements d'enfants à moitié endormis. C'était une phrase, déformée par les sanglots, mais une phrase distincte, prononcée avec une intonation et une cadence qui n'appartenaient pas à la langue française. Il l'a écoutée en boucle, une dizaine de fois. Chaque écoute renforçait son malaise. Les sons étaient gutturaux, étrangers. Lorsque Claire est rentrée de sa tournée, il lui a fait écouter l'enregistrement sans un mot. Elle a pâli, posant une main sur sa bouche. Le doute n'était plus permis. Leur fils avait parlé dans une langue qu'il n'avait jamais entendue. Pendant des semaines, ce fichier audio est resté sur le téléphone de Thomas comme une bombe à retardement. Que faire d'une telle chose? À qui en parler sans passer pour des fous? Ils ont d'abord pensé à une forme rare de trouble du sommeil, ou peut-être à un phénomène de glossolalie, ce « parler en langue », parfois associé à des états de transe. Mais Léo était un enfant si équilibré, si joyeux. L'idée ne collait pas. La frustration et l'impuissance grandissaient. Finalement, c'est Thomas, l'architecte cartésien, qui a eu une idée. Dans le cadre de son travail sur des bâtiments historiques, il avait parfois collaboré avec des experts de l'université d'Aix-Marseille. Il a cherché dans ses contacts et a trouvé le nom du docteur Alain Mercier, un linguiste réputé, spécialiste des langues sémitiques anciennes. C'était un pari insensé, mais c'était le seul qu'il pouvait tenter. Avec une certaine gêne, Thomas a rédigé un email prudent expliquant qu'il avait un enregistrement audio de quelques secondes, très court, contenant une phrase prononcée par son jeune fils dans son sommeil, et qu'il souhaitait simplement savoir si cette suite de sons correspondait à une langue connue. Il n'a donné aucun contexte, aucune histoire sur la scène ou les dessins de Léo. Il a simplement joint le fichier audio et a attendu, s'attendant à ne jamais recevoir de réponse, ou au mieux, un message poli lui disant que ce n'était que du charabia. La réponse est arrivée 3 jours plus tard. Et elle a tout changé. L'email du docteur Mercier était bref et factuel, mais on pouvait sentir entre les lignes une forme d'étonnement scientifique. Il écrivait « Monsieur Martin, j'ai analysé le fichier que vous m'avez envoyé. L'enregistrement est de qualité médiocre et la diction est altérée par ce qui semble être de l'émotion. Cependant, après nettoyage du son et analyse spectrale, je peux affirmer avec une quasi-certitude que la phrase prononcée n'est pas du charabia. Il s'agit d'une courte locution en araméen galiléen. » Thomas a dû relire la phrase plusieurs fois. Araméen galiléen. Une recherche rapide sur Internet lui a confirmé ce qu'il pressentait. C'était le dialecte précis parlé en Galilée, dans la région de Nazareth, au 1er siècle de notre ère. La langue de Jésus et de ses disciples. Le cœur battant, il a poursuivi sa lecture. Le professeur Mercier donnait ensuite la traduction. La phrase prononcée par Léo, cet enfant de 5 ans né dans le Vaucluse au XXIe siècle, était d'une banalité désarmante. Elle signifiait « Donne-moi de l'eau s'il te plaît ». Cette simplicité rendait le phénomène encore plus troublant. Ce n'était pas une prophétie, ni une citation des évangiles. C'était une requête humaine, simple, concrète, une demande qu'un enfant aurait pu faire il y a 2000 ans. Le linguiste terminait son email en demandant, avec une curiosité professionnelle évidente, le contexte de cet enregistrement, car, précisait-il, il n'existe quasiment aucun locuteur de ce dialecte spécifique dans le monde aujourd'hui. Cette confirmation a agi comme un électrochoc sur les parents de Léo. Ce n'était plus de l'imagination, ce n'était plus une coïncidence, c'était un fait, validé par un expert universitaire. Un fait impossible, mais un fait tout de même. Ils ont alors commencé à regarder leur fils différemment, non plus seulement avec amour, mais avec une sorte de vertige. Chaque mot, chaque dessin prenait une nouvelle dimension. C'est à ce moment-là qu'ils ont repensé à un autre détail qui leur avait semblé anodin. Quelques jours après l'incident du pain, Léo avait de nouveau dessiné la scène du repas. Mais cette fois, il n'avait pas dessiné les personnages. Il avait dessiné la pièce. Un plan sommaire, vu de haut, comme un architecte le ferait. Il avait tracé les contours d'une longue table, des bancs et les murs de la salle. Et sur l'un des murs, il avait dessiné une forme étrange. Une ligne sinueuse qui partait du sol et montait en ondulant comme un serpent. Claire, intriguée, lui avait demandé ce que c'était.
Léo avait répondu avec le même naturel déconcertant. Il y avait une fissure dans le mur, juste là. Elle ressemblait à un serpent qui grimpait. Sur le moment, il n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, avec la validation du linguiste, ce détail revenait en force. Une fissure en forme de serpent. C'était si spécifique, si visuel. Contrairement à une phrase dans une langue morte, un détail architectural, lui, pouvait peut-être encore être vérifié. L'idée a germé lentement dans leur esprit. Et si ce lieu existait encore? Et si cette fissure avait laissé une trace? Cette question, d'abord murmurée entre eux, est devenue une obsession. Thomas, l'architecte, savait qu'une simple recherche d'images sur Internet ne suffirait pas. Les photographies touristiques du Cénacle, le lieu traditionnellement identifié à Jérusalem comme celui de la Seine, montraient des murs lisses, maintes fois restaurés. Si cette fissure avait existé, elle était probablement effacée par le temps. Il leur fallait un expert, quelqu'un qui connaissait l'histoire du bâtiment non pas en surface, mais dans ses fondations, dans ses archives. Après plusieurs jours de recherche, ils ont pris contact avec une historienne française, le professeur Hélène Renaud, rattachée au CNRS et spécialiste reconnue de l'archéologie de Jérusalem à l'époque du Second Temple. De nouveau, Thomas a rédigé un email prudent. Il a expliqué qu'il travaillait sur une reconstitution historique et qu'il était intrigué par un détail mentionné dans un vieux texte familial, une fissure en forme de serpent sur l'un des murs de la salle du dernier repas. Il a joint une version numérisée du dessin de Léo en le présentant comme une esquisse d'interprétation. Il n'a rien dit de son fils, de l'araméen, de ses souvenirs. Il voulait une analyse froide, purement factuelle. La réponse du professeur Renaud est arrivée une semaine plus tard. Elle était polie, professionnelle, mais sans appel. Elle expliquait avoir consulté les relevés architecturaux les plus récents du Cénacle, ainsi que les archives photographiques du XXe siècle. Rien, absolument aucune trace, aucune mention d'une telle fissure. Elle a conclu avec une phrase qui a fait l'effet d'une douche froide pour les parents. Il s'agit très certainement d'un ajout symbolique ou d'une licence poétique de votre source familiale, car aucun élément structural de ce type n'est documenté sur le site. C'était une impasse. Le scepticisme, un instant balayé par la preuve linguistique, revenait en force. Thomas s'est senti ridicule. Claire, elle, a regardé son fils jouer dans le jardin et a ressenti une profonde tristesse. Étaient-ils en train de projeter leurs propres angoisses sur un enfant à l'imagination fertile? Pendant ce temps, la tension de la situation commençait à se diffuser. Claire, à bout, s'était confiée à mi-voix au curé de leur village, un homme âgé et sage, l'abbé Lichel. Elle ne lui avait pas tout raconté, mais elle avait évoqué les rêves étranges de Léo et son intérêt déroutant pour des scènes bibliques. L'abbé Michel a écouté avec une grande attention, sans la juger. Il leur a conseillé la plus grande prudence. « L'âme d'un enfant est une terre sacrée », leur a-t-il dit. « Quoi que ce soit, protégez-le. Ne le poussez pas, ne le questionnez pas trop. Contentez-vous d'écouter et de l'aimer. » Ce conseil plein d'humanité a apaisé les parents, mais n'a pas résolu le mystère. C'est ici que notre enquête a pris une tournure que personne n'aurait pu prévoir. 2 semaines après son premier email, le professeur Renaud a recontacté Thomas. Son message était complètement différent. Il était court, presque fébrile. « Monsieur Martin, j'ai besoin de vous parler. Pouvez-vous m'appeler dès que possible ?» Thomas a senti son pouce s'accélérer. Il a appelé l'historienne immédiatement. La voix de la scientifique était empreinte d'une excitation contenue. Elle lui expliquait que, malgré sa réponse négative, quelque chose la tracassait. La forme du dessin était trop précise, trop organique pour être une pure invention. Par acquis de conscience, elle avait décidé de fouiller plus loin, dans des archives beaucoup plus anciennes. Elle avait passé plusieurs jours à consulter les fonds du Palestine Exploration Fund, une société d'archéologie britannique fondée au XIXe siècle. Et là, au milieu de rapports poussiéreux rédigés par des officiers de l'armée de Sa Majesté en mission en Terre Sainte, elle avait trouvé quelque chose. Un document daté de 1891. Il s'agissait du rapport d'un certain major Charles Wilson, un ingénieur royal qui avait mené l'un des premiers relevés topographiques et architecturaux systématiques de Jérusalem. Le rapport décrivait l'état du Cénacle avant une série de restaurations majeures entreprises par les autorités ottomanes à la toute fin du siècle.
Hélène Renaud a fait une pause au téléphone, laissant le silence s'installer. Puis elle a lu à voix haute un passage du rapport, qu'elle avait traduit de l'anglais. Sur le mur ouest de la salle supérieure, à environ 6 pieds du coin nord, une fissure sinueuse notable s'étend du sol sur une hauteur de près de 8 pieds. Sa forme ondulante rappelle celle d'un reptile grimpant, un défaut structural qui nécessitera une consolidation future. Thomas a dû s'asseoir. Une fissure sinueuse, un reptile grimpant. L'emplacement décrit dans ce vieux rapport sur le mur ouest correspondait précisément à l'endroit indiqué sur le plan dessiné par son fils de 5 ans. La preuve était là, irréfutable. L'historienne a confirmé que des documents ultérieurs, datant de 1898, mentionnaient des travaux de plâtrage et de renforcement sur ce mur précis, faisant disparaître la fissure à tout jamais. L'enfant ne pouvait pas avoir inventé un détail qui n'était documenté que dans des archives spécialisées, inaccessibles au public, et qui n'était plus visible depuis plus de 120 ans. Il n'avait pu le voir dans aucun livre, aucun film, aucun documentaire. Il l'avait vu. À ce stade, les faits étaient si troublants qu'ils dépassaient la simple coïncidence. La connaissance d'un dialecte araméen mort, la description d'odeur et d'ambiance d'une précision déconcertante, et maintenant la connaissance d'un détail architectural disparu validé par une archive centenaire. Mais la plus grande révélation était encore à venir. Prenez un instant pour considérer ceci. À aucun moment, Léo n'a prétendu être un personnage important. Il ne s'est jamais identifié à un apôtre. Il ne se souvenait d'aucune conversation théologique, d'aucun grand discours. Ses souvenirs, si on peut les appeler ainsi, étaient fragmentaires, sensoriels, presque banals. Ils étaient ceux d'un observateur silencieux, en retrait de l'action principale. Il affirmait avoir été l'un des serviteurs, un jeune garçon chargé d'apporter le pain et le vin à la table. Cette affirmation, si humble et si inattendue, changeait toute la perspective. Et la preuve finale, celle promise au début de notre récit, la preuve la plus intime et la plus déroutante de toutes, se trouvait inscrite sur son propre corps depuis le jour de sa naissance. Depuis qu'il est né, Léo a une tache de naissance singulière sur la face intérieure de son poignet gauche. Une petite marque de couleur café au lait à la forme abstraite à laquelle ses parents n'avaient jamais vraiment prêté attention. Ce n'était pour eux qu'une de ces petites particularités qui rendent chaque enfant unique. Un soir, alors que Thomas et Léo dormaient profondément, Claire était seule dans le salon, incapable de trouver le sommeil. L'esprit tourmenté par les événements des dernières semaines, elle faisait défiler machinalement des images sur sa tablette, tapant dans le moteur de recherche les mots « scène »,« représentation artistique »,« détails cochés ». Elle a cliqué sur un lien menant à une collection de mosaïques byzantines moins connues conservées à Ravenne en Italie. Une image en particulier a attiré son attention. Moins célèbre que la fresque de Léonard de Vinci, elle dépeignait la scène avec une perspective différente. Poussée par une curiosité machinale, elle a utilisé ses doigts pour zoomer sur l'image en haute définition. Elle a parcouru les visages des apôtres, puis son regard a été attiré par l'arrière-plan de la scène. Là, à moitié caché derrière une colonne, se tenait un jeune serviteur, un adolescent portant une cruche. Un personnage secondaire, à peine visible. Claire a continué de zoomer le plus loin que la résolution de l'image le permettait, jusqu'à se concentrer sur la main du jeune homme. Et c'est là que son souffle s'est coupé.